Bonjour à tous, je m'appelle Naël Duedari, enchanté de vous rencontrer. Je connais déjà certaines personnes dans la salle et puis beaucoup sont nouvelles. Je suis astrothérapeute, hypnothérapeute, je suis installé à Palaiseau depuis 4 ans maintenant et je vais vous présenter une conférence sur l'astrothérapie. Alors sur l'astrothérapie, je ne peux pas parler d'astrothérapie sans vous parler d'astrologie. Cette conférence, je l'ai intitulée L'astrothérapie, des clés pour mieux se révéler. Alors pourquoi des clés pour mieux se révéler? Eh bien parce que dans cette conférence, je vais vous montrer en quoi l'astrologie peut être un outil extrêmement pertinent, efficace et j'aurais tendance à dire indispensable, mais non, on n'a pas besoin d'astrologie pour réussir sa vie. En tout cas, très utile pour être plus qui on est et mieux se réaliser, plus être soi-même. Alors, voilà ma présentation. 3 grands points essentiels pour moi. Ce qui m'a animé très tôt dans la vie, c'était la question du sens, c'est le pourquoi de l'existence. Pourquoi est-ce que je suis en vie? Pourquoi est-ce que il m'arrive ça? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi est-ce que je me comporte de cette façon? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, moi, je suis en prise avec des démons intérieurs parfois, je ne vais pas tout le temps bien, je me cherche, voilà, et je m'introspecte. J'ai du coup assez tôt, étant adolescent, j'ai assez tôt recherché du côté de la spiritualité, c'est-à-dire me posant toutes ces questions. Un jour, j'ai rencontré un conférencier qui faisait une conférence sur le bouddhisme. Et puis je me suis dit, ouais, pourquoi pas, ça a l'air pas mal. Et puis progressivement, de fil en aiguille, je suis arrivé à la spiritualité indienne. Et ça a commencé à répondre à toute une partie finalement de mes questions existentielles. Et ça m'a nourri, je dirais, pendant plusieurs années. Je faisais de la méditation, j'étais très assidu sur les programmes de méditation, sur les chants et toutes les pratiques qui étaient proposées alors. Et puis en parallèle, bien sûr, j'avais ma vie ma vie professionnelle, ma vie personnelle, mais j'avais tendance à séparer les deux, c'est-à-dire que je faisais, quand j'étais au boulot, j'aspirais qu'à une chose, c'était en sortir et puis être mieux ailleurs, et dans la spiritualité, dans la méditation, et puis quand j'étais en méditation, j'étais bien. Pardon? Ah, j'ai cru que... Oui, c'est d'accord. J'ai cru qu'il y avait une question. Bienvenue. Voilà, quand j'étais dans le côté méditation, ok, c'était super, mais je savais qu'il fallait que je redescende à un moment donné. Donc, au bout d'un moment, ça n'allait plus, ça fonctionnait plus, et il me fallait vraiment quelque chose qui aille dans le sens de ma vie, de qui j'étais, que je puisse associer les deux entre mon expérience personnelle intérieure et puis le fait de pouvoir la rayonner dans ma vie, de pouvoir être qui je suis dans ma vie, de plus avoir ces tensions, ces blocages, ces inhibitions, ces manques de réaction appropriés aux situations de mon existence, ou voire même mon incapacité tout simplement à pouvoir répondre aux situations de l'existence. Et c'est ce qui m'a mené vers la thérapeutique, toute la dimension, vers la thérapeutique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai compris que je n'étais pas que pur esprit et que j'étais pas non plus une machine, un robot. Et qu'il fallait que je réussisse, ce que je vous ai dit, à m'incarner davantage, à être plus dans le côté pratique de l'existence, tout en vivant quelque chose qui est en phase avec moi-même. Et c'est en ça que j'ai découvert l'accompagnement thérapeutique et que j'ai découvert l'importance de pouvoir
je dirais, résoudre des problèmes intérieurs qui étaient liés à ma structure de personnalité. En d'autres termes, comment je m'étais construit pendant toutes ces années et qu'est-ce qu'il y avait à changer pour que ça fonctionne mieux. Alors, pour répondre à cette question, plutôt pour vous détailler, pour développer cette question, j'ai eu déjà des événements personnels assez difficiles à vivre à une période de mon existence qui m'a mené, comme je vous ai dit, au travail thérapeutique, et c'est ce qui m'a fait rencontrer l'astrologie. Alors l'astrologie, on a souvent une mauvaise vision de l'astrologie dans nos sociétés occidentales. On croit que c'est l'horoscope, que c'est le magazine Télé 7 jours, on lit ça comme ça d'une façon distraite, un peu en se disant bon bah voilà, on va voir ce qui m'arrive, et puis on y croit sans y croire. Ou on n'y croit pas, mais tout en y croyant, ça dépend comment on voit les choses. L'astrologie, il faut savoir que c'est un outil qui est très très ancien. Les premières observations, les premiers écrits, traces de l'astrologie qu'on a retrouvées, c'est il y a 5000 ans, hein, c'était gravé sur des tablettes. Et en fait, les anciens observaient les planètes, ils observaient le changement les cycles, ils observaient les phénomènes aussi environnementaux, ce qui se passait sur la Terre. Et à force de noter, ils en ont trouvé finalement les grandes lois, les grands cycles. Et c'est comme ça qu'est née l'astrologie, que je qualifie plus d'une science mais empirique, plus que de quelque chose de divinatoire ou de simplement ou d'une science dure, comme on peut, au sens où on l'entend occidental. Elle a été utilisée à travers les siècles hein, par des grands hommes, hein, des grands savants, des physiciens, je veux dire des gens qui ont laissé leurs traces, hein, des gens comme Aristote, comme Platon, comme pas Descartes, mais j'avais un autre nom en tête, mais je ne me souviens plus. Enfin, des gens qui ont été à la base de théorèmes scientifiques, de choses vraiment qu'on utilise encore aujourd'hui, qui utilisaient l'astrologie. Elle était d'ailleurs enseignée dans les universités jusque dans les années 1600, où elle a été retirée de l'étude parce qu'elle n'était plus considérée comme une science dure, dans le sens où elle n'était pas démontrable physiquement. Oui, on ne pouvait pas démontrer au sens de la science, mais par contre, c'était bien un savoir qui s'était construit avec les années. Donc l'astrologie, elle se base sur une loi toute simple qui est tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est-à-dire que si j'observe un environnement ou un système à un niveau macroscopique, eh bien, à un niveau microscopique, ce qui va régir cet événement va également se produire dans le système microscopique. Ce qui illustre bien... Vous n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions, hein, s'il y a besoin d'éclaircissement. Ce qui illustre bien ça dans l'étude de la physique actuelle, c'est ce qu'on appelle les fractales. Les fractales, c'est... Si par exemple on prend un chou romanesco, vous avez dans ce chou romanesco, si vous l'observez, il y a un motif, un espèce de motif avec des formes géométriques. Si vous observez les cellules du chou romanesco, vous allez trouver le même motif qui se répète dans les cellules. Et si vous les observez encore à un niveau plus petit, ce qui compose les cellules, alors bon, moi je ne suis pas suffisamment calé, mais vous allez retrouver encore ce motif comme ça qui va se répéter à l'infini, à l'infini, à l'infini. Et bien c'est vrai aussi pour ce qui se passe
dans notre système terrestre. En fait, il faut nous voir comme finalement une cellule d'un grand chou romanesco dans lequel nous nous incluons. Vous voyez? Et donc, en lisant finalement les étoiles, en lisant la carte du ciel, eh bien, nous allons réussir à lire ce qui se passe à un niveau terrestre, mais au-delà même d'un seul niveau terrestre, on va réussir à lire ce qui se passe pour un individu qui lui-même est un système, est un sous-système de ce grand système terrestre. Donc c'est un peu mathématique, hein, la façon dont je vous décris ça, on peut le décrire de plein de façons différentes, mais voilà, j'aime bien, je trouve que ça donne une bonne représentation finalement de comment fonctionne l'astrologie. Donc ce qu'on fait en astrologie, on peut observer tout un tas de systèmes, hein, il y a de l'astrologie mondiale, il y a de l'astrologie, on s'en sert même à la bourse hein, pour prévoir les flux des mouvements financiers, etc. Et on peut l'utiliser aussi pour un individu. Et le moment de la naissance, c'est un moment très important dans la vie d'un individu, puisque c'est la première fois finalement qu'on se confronte, quand on naît, on se confronte aux énergies du monde. Et ces énergies du monde, alors quand je dis les énergies du monde, ça peut être l'ambiance du moment, ça peut être est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid, c'est l'automne, c'est l'hiver, c'est l'été. Tout ça, ça donne une ambiance très différente. Quand on est marqué par cette ambiance-là et elle va déposer une empreinte à l'intérieur de nous. Et à partir de cette empreinte, eh bien, notre personnalité va se construire et se développer. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Donc en étudiant les astres, on étudie les hommes. Donc ce qu'on fait pour mieux connaître, pour finalement étudier la construction d'une personne, eh bien, on va observer ce qu'on appelle la carte du ciel. Donc la carte du ciel, vous voyez, c'est une représentation finalement vue de la Terre, des planètes dans l'espace. Comment est-ce qu'elles sont ordonnées, positionnées? Comment est-ce qu'elles sont positionnées les unes par rapport aux autres? Et puis, tout un tas d'autres marqueurs que je ne vais pas développer ici, ça serait trop long à vous expliquer, mais en tout cas, ça va être une sorte de grille de lecture finalement qui va nous permettre de décoder la façon dont vous vous êtes construit, toujours à la lueur de ce que j'ai dit, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ou comment la personne comment la personne dont on a fait le thème s'est construite. Alors ce qu'on trouve dans un thème astral, donc la carte du ciel, on l'appelle aussi le thème astral, eh bien on trouve des éléments de personnalité, ce que je vous ai dit, votre construction de personnalité. Si vous êtes plutôt dynamique, tonique, vous allez toujours de l'avant, vous vous arrêtez jamais, ou au contraire si vous êtes quelqu'un de contemplatif, de calme, vous aimez bien observer, sentir, ressentir. Au contraire, si vous êtes quelqu'un très émotif, vous êtes touché par tout ce qui se passe, tout ce qui vous entoure, par vos proches, on peut être construit de plein de façons différentes. Voyez ? Et donc ça, le thème astral va nous donner des éléments de construction sur la construction de personnalité. On va retrouver aussi des notions d'héritage parental, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez reçu de vos parents? Comment est-ce que vous les avez vus? Qu'est-ce qu'ils ont laissé comme trace à l'intérieur de vous, tout simplement? Quel rapport vous aviez avec eux? Est-ce qu'ils vous ont vu, pas vu? Les parents vont être des acteurs essentiels dans la construction de personnalité. Selon la façon dont étaient vos parents, vous allez avoir une sorte de modèle du monde. Si vous avez un père qui communique beaucoup, qui est toujours à droite ou à gauche, qui est
voilà, dans une forme de légèreté, ben vous allez naturellement penser que les hommes sont comme ça, les hommes de la vie. Vous allez voir les hommes de la vie comme ça. Si vous êtes une femme, ben, vous allez probablement rechercher un homme qui a ces traits de caractère. Si vous êtes un homme, bien, vous allez avoir ce modèle-là en référence d'une certaine façon. Et soit vous allez prolonger ce modèle, soit au contraire, vous allez dire bah non, moi je ne suis pas du tout comme ça et moi je suis complètement à tout l'inverse. Mais en tout cas, ce référentiel est bien installé. Et puis on va voir aussi tout ce qu'on appelle les blessures de personnalité. Les blessures de personnalité, ce sont toutes les zones d'inconfort, tout le vécu émotionnel d'enfant qui n'a pas été résolu. Quand on est enfant, bien souvent, on vit très tôt des situations qui vont déterminer presque toute notre existence. J'allais être gentil en disant une bonne partie, mais voilà, c'est plutôt, je dirais, presque toute notre existence. Pourquoi ? Parce que l'enfant n'a pas de barrière, il vit les choses d'une façon extrêmement spontanée et très très intense. Et quand on vit des choses intenses pendant l'enfance, eh bien ça peut marquer en chouette, en bien, voilà, beaucoup de joie, des choses qui vont être, qui vont être des vraies ressources pour nous dans notre vie. Mais ça peut être aussi des événements qui vont être traumatiques, ça peut être aussi des événements qui vont nous marquer, nous déterminer, parce qu'à un moment donné, la vie nous a amené des choses et on n'a pas forcément su y répondre, et on n'a pas eu la force, on n'a pas eu les moyens, on n'a pas su trouver les mots. Et donc ces blessures-là, elles vont nous marquer en tant qu'enfant, et à la fin, une fois adultes, eh bien, nous allons être d'une certaine façon conditionnés par ces blessures. Ce qui fait que nous allons réagir par le filtre de ce qui nous a marqué en tant qu'enfant. Et donc c'est très important finalement d'apprendre à connaître ces blessures, d'apprendre à connaître ce qu'on a vécu, ce qu'on a eu, ce qu'on n'a pas eu, de façon à pouvoir travailler dessus, de façon à pouvoir les faire évoluer, et de façon à pouvoir s'accueillir aussi quand on vit une situation qui est en rapport direct avec une blessure d'enfant et pour laquelle on n'a pas forcément de réponse parce qu'on n'a pas su en trouver en tant qu'enfant. Je parle de blessures. Alors souvent quand on parle de blessures, on pense à des choses très dures. Mon père était violent avec moi, ma mère m'a abandonné, j'ai été violé, incesté, ou il s'est passé des choses horribles dans ma famille. La blessure, elle peut aussi être très subtile. Les événements traumatiques qui nous marquent, ça peut être des événements qu'on peut nommer, on peut dire il s'est passé ça, mais il ne faut jamais sous-estimer le manque et le vide de quelque chose. Quand on ne reçoit pas ce qu'on aurait dû recevoir qui était dans l'ordre des choses, eh bien, ça laisse une trace à l'intérieur de nous. Si par exemple, j'avais une mère qui était là, qui faisait tout ce qu'il fallait, elle me faisait à manger, elle me donnait à boire, à manger, j'avais un toit, elle s'occupait bien de moi, je peux dire, consciemment, je peux dire, ouais, ma mère était là, elle s'occupait bien de moi. Mais si ce n'était pas une mère affective, si elle ne venait pas me faire un câlin, si elle ne venait pas me donner un peu de tendresse et d'affection, je vais manquer cruellement de cette tendresse et d'affection. Et objectivement, ça va être très difficile pour moi de dire oui, ma mère n'a pas fait tout ce qu'il fallait. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas reçu ça, donc je ne sais même pas que ça me manque. Et c'est ça qui est souvent compliqué dans les blessures, c'est qu'on est bâti sur tout un ensemble de blessures dont on ne sait même pas la cause ou l'origine ou comment ça se traduit concrètement aujourd'hui dans notre vie d'adulte.
Euh, Alors donc ça, ces blessures, on peut les voir grâce au thème astrologique. On peut voir en tout cas la teneur de ce qui peut se passer, parce que bien sûr, c'est quelque chose qui va nous permettre de donner des informations, mais la façon dont vous l'avez vécu, de ce qui s'est passé réellement, ça c'est bien en vous, ça vous appartient, et personne d'autre que vous peut mieux savoir que vous ce qui s'est passé pour vous. Et donc il y a une autre dimension que j'ai nommée volontairement l'astrologie sacrée, parce que eh bien, l'astrologie, oui, c'est un outil sacré, c'est un outil qui nous met directement en contact avec qui nous sommes, avec notre essence. Et dans le thème astral, bon, tel que je le pratique, donc dans l'étude du thème astral tel que moi j'utilise les notions de karma et de dharma, qui sont des notions issues de l'astrologie tibétaine, qui viennent donner une dimension, je dirais, spirituelle finalement au sens, comment dire, des notions spirituelles à la venue, à votre venue sur Terre, à la venue de l'être sur Terre. Donc là, on se positionne au niveau de l'âme, c'est-à-dire l'âme qui s'incarne dans un corps humain pour vivre une expérience terrestre. On n'a pas besoin de croire à la théorie de la réincarnation pour faire l'expérience de son âme. Faire l'expérience de son âme, c'est être en contact avec qui on est, avec son essence, avec son aspiration, avec quelque chose qui vit et qui est profond à l'intérieur de nous. Des fois, j'entends ou je vois des personnes dans mes accompagnements qui ont vécu des choses et je me demande parfois, mais comment elles sont encore debout, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'elles tiennent? Qu'est-ce qui fait qu'elles sont encore là? Qu'est-ce que, malgré tout ce qu'elles ont traversé, voilà, il y a des expériences, des fois on se demande comment on peut se relever de ça. Ben, il y a toujours quelque chose en nous qui fait qu'on se relève. Comme dit le proverbe, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ben, c'est un peu ça. Et cette vie, cette essence, ce moteur finalement, se ramène directement à notre âme. Et il peut y avoir tout un tas de choses qui nous arrivent dans notre vie, eh bien, on a toujours il y a toujours en nous cette vie qui pulse. On dit souvent aussi tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Il y a un peu de ça. Il y a ce que la vie nous amène, et puis il y a comment on réagit à ce que la vie nous amène. On parle en Inde ou dans les civilisations orientales de la notion de karma, avec cette notion que c'est la somme de mes actions, de mes mauvaises actions qui me revient, et que donc il y a une connotation négative dans le karma, et donc il faut que je purge mon karma pour je n'ai pas d'autre choix que de purger. Je trouve que c'est très réducteur comme notion, parce que cette notion de karma, c'est en lien avec notre évolution directe. Sans obstacle, nous ne pouvons pas grandir. Et cette notion de karma, pour moi, se réfère plus au fait que la vie nous amène des obstacles, nous amène des opportunités de grandir, et nous avons le choix soit de réagir d'une façon, alors là je vais parler en astrologie d'une façon karmique, c'est-à-dire vis-à-vis de, à l'aide de mécanismes que nous avons mis en place dans l'enfance, par exemple, je reprends l'exemple, mon père était violent avec ma mère, dès qu'il y a un peu de violence, vite, il faut que je fuis, que je m'en aille, que je me mette en protection. Ça, c'est un mécanisme de fuite, mais c'est un mécanisme qu'on met en place, par exemple, très tôt pendant l'enfance, mais qui n'est pas forcément évolutif. Peut-être qu'à un moment donné, ce qui va être évolutif pour moi, c'est que j'arrive à voir la violence et que je sois capable d'agir et de repositionner les choses de façon à ce que ça soit plus en phase avec moi, ce que j'ai envie de vivre.
et peut-être pas de fuir. Donc vous voyez, la vie amène un scénario, comment je réagis à ce scénario? La façon karmique en astrologie se réfère aux mécanismes qui ont été mis en place très tôt par rapport à mes blessures, par rapport à ce que j'ai pu faire. La façon dharmique se réfère plus à l'appel de mon âme, à mon aspiration, à ce qui va me permettre d'aller toujours plus loin, toujours plus haut et de me sentir toujours plus qui je suis et plus dans mon être. Et donc plus épanoui. Donc en astrologie, on arrive à voir les mécanismes qui ont été mis en place et on peut donner une interprétation finalement illustrée de qu'est-ce qui va être positif, de à quoi vous aspirez. Bien sûr, c'est vous qui savez toujours, hein. On n'est pas dans quelque chose d'enfermant, c'est vous qui savez. Mais le fait de mettre les choses en mots, le fait d'y donner une consistance, le fait de pouvoir exprimer quelque chose qui vit en vous, ça vous aide à mieux vous l'approprier. Ok. Donc c'est ce que j'ai indiqué là, mieux se connaître, pourquoi? À quoi ça sert de mieux se connaître? Mieux s'accompagner. Si je vis quelque chose de dur, de difficile, au moins voilà, je sais que c'est passager, je sais que comment je peux prendre soin de moi, de quoi je peux avoir besoin, qu'est-ce qui va être positif pour moi. Être plus sûr de soi aussi, c'est important de savoir qui on est, pouvoir se revendiquer. C'est pas la peine que j'aille à gauche si je sais que de toute façon mon chemin c'est d'aller à droite. Voilà, donc je sais que je vais à droite, donc voilà, c'est par là que je vais. Se pardonner aussi, important de pouvoir se pardonner aussi dans ces schémas de répétition. Quand on connaît ses blessures, quand on connaît ses schémas, ouais, certes, peut-être je suis toujours là-dedans, peut-être c'est la énième fois que je refais la même erreur, que je redis la même bêtise, mais au moins, voilà, je sais que je suis en chemin et que je ne vais pas m'arrêter là, je suis en train de faire ce qu'il faut pour, donc je peux m'accueillir, je peux me pardonner. Faire la paix avec son passé, ça aussi c'est très important. Souvent on incrimine les autres, on incrimine ses parents, on incrimine son ex-compagne, son ex-compagnon, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Faire la paix avec son passé, c'est se réapproprier son histoire, c'est pouvoir aussi prendre la responsabilité, en quoi moi j'ai contribué à cette situation, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui m'a amené à vivre ça, pourquoi j'ai vécu ça. Et quand on se situe d'un point de vue plus grand, quand on élargit sa conscience, sa perception de soi-même, eh bien, quand on comprend surtout, on peut mieux faire la paix avec son passé. Quand on comprend pourquoi ça s'est passé, justement. Et puis mieux comprendre les autres, bien sûr, quand on se comprend mieux soi-même, on peut mieux comprendre les autres. On peut aussi accepter qu'ils fonctionnent différemment de soi. Parce que bien souvent, on croit que, voilà, moi je suis comme ça, donc il faudrait que tout le monde soit comme ça. C'est compliqué ça, hein, que tout le monde, c'est compliqué que tout le monde soit comme ça et c'est compliqué d'accepter que tout le monde soit différent de moi. Oui, mais quand on se comprend bien et quand on arrive à mieux comprendre l'autre. Et donc, mieux comprendre l'autre, c'est aussi mieux l'accueillir et c'est mieux fonctionner ensemble. Aujourd'hui, on voit, en tout cas à un niveau collectif national, cette difficulté et cet enjeu qu'il y a autour de la compréhension de l'autre et de l'intégration de l'autre. On voit toutes ces montées du nationalisme, ces fermetures des pays. Finalement, c'est une difficulté de rencontre, mais pourquoi? Parce que on a du mal à trouver son identité, on a du mal à comprendre qui on est, on a du mal à se revendiquer, on a la sensation de se perdre. Justement, quand on se comprend mieux, quand on connaît son identité, eh bien, on peut plus facilement accueillir l'autre parce qu'on sait qu'on ne va pas se perdre. C'est pas parce que l'autre est différent de moi que je vais devenir comme lui. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bonne question. Une fois qu'on sait tout ça, une fois qu'on a compris, qu'on arrive à mettre du sens sur sa vie, sur soi-même, sur qui on est, c'est là que commence l'accompagnement
thérapeutique. Et comme je vous disais, je vous parlais de l'importance de l'enfance. Comment s'est passée mon enfance finalement? Est-ce que j'ai eu des parents aimants qui étaient présents? Est-ce que j'ai été accueilli, rejeté? Est-ce que j'ai été valorisé pour qui j'étais? Ou est-ce que j'ai plutôt été valorisé pour les actions que je faisais? Est-ce que j'ai eu le droit de vivre mon enfance? Est-ce qu'on m'a laissé l'espace de faire des caprices, de dire non, de jouer à la balle, de me salir, de jouer dans la boue? Bien souvent, on n'a pas eu l'espace d'être un enfant. Nos parents nous ont demandé de grandir très très vite. Allez hop, il faut que tu sois autonome. Et parfois même, on a été les parents de nos parents. D'un point de vue émotionnel, des fois on a des parents, voilà, si on a une mère dépressive, par exemple, ou un père qui ne s'assume pas, faut être là, il faut veiller que tout se passe bien, etc. Donc il y a très tôt une conscience d'adulte qui se met en place et qui ne permet pas à l'enfant de vivre son enfance et du coup de se développer dans cette confiance de la vie, dans cette aussi innocence de l'enfance. En d'autres termes, ai-je reçu tout ce dont j'avais besoin? Bonne question. Et parfois on ne sait pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas ce dont on a besoin. Alors, on ne fait pas de la thérapie pour ressasser le passé, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher dans l'enfance juste pour, pour se dire j'ai eu une mauvaise enfance, donc voilà, ça y est, maintenant je suis comme ça et c'est foutu, quoi. Non, c'est pas l'esprit, c'est pas le but. Ni même pour remuer la merde, entre guillemets, pour se faire du mal, pour se polluer. On travaille plutôt dans l'esprit. Pas la peine d'attendre d'aller mal pour aller mieux. Et souvent, c'est ce qu'on fait. On attend qu'il y ait une catastrophe qui arrive pour foncer chez l'hypnothérapeute ou chez je ne sais pas qui, pour trouver une solution à son problème. Je pense que c'est pas nécessaire d'attendre d'aller mal et qu'au contraire, on peut commencer déjà, quand on sait qu'on a quelque chose qu'on voudrait résoudre, on peut commencer déjà à travailler dessus et à peut-être trouver des voies d'évolution possibles. Alors, notre personnalité se structure autour d'un vécu émotionnel. Comme je vous ai dit, le vécu de l'enfance, c'est ça qui va faire qu'on se structure. C'est par rapport à des expériences d'enfant qu'on va cadrer les choses et qu'on va construire sa personnalité d'adulte. L'adulte utilise plutôt le mental, c'est-à-dire le mental, c'est un exécutant, c'est ce qui nous permet d'anticiper, de planifier, de réfléchir. Il n'y a pas besoin de le mettre à la poubelle, comme on entend souvent, mais en tout cas, il faut pouvoir le laisser à la bonne place. L'enfant est plutôt du domaine de l'émotionnel, dans le domaine de l'émotionnel, dans le vécu émotionnel. On parle souvent de cette notion d'enfant intérieur, c'est-à-dire comment est-ce que je prends soin de mon enfant intérieur? L'enfant intérieur se rapportant à notre zone de fragilité, de vulnérabilité, souvent on enferme dans un coin ou qu'on ne veut pas voir et qu'on protège, qu'on surprotège par des idées arrêtées, par des comportements rationnels d'adultes. Si on veut changer, si on veut évoluer, si à un moment donné on se dit j'en peux plus d'être comme ça, d'être la personne que je suis, j'en peux plus de refaire toujours les mêmes choses, d'être toujours dans les mêmes schémas, il faut pouvoir enregistrer une nouvelle expérience émotionnelle. Il faut pouvoir se replonger finalement dans une émotion qui va pouvoir englober et transcender finalement ce qu'on a reçu ou ce qu'on a vécu. Donc ça implique de pouvoir se réassocier déjà à ces émotions. Bien souvent, on est coupé de ces émotions. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Je sais pas, un truc là, j'ai la boule au ventre, j'ai ci ou j'ai ça, ou j'ai mal là au bras, ou j'ai une douleur dans l'épaule. Mais on ne sait pas souvent se réassocier à nos émotions. On ne sait pas savoir dire ce qui se passe pour nous. Pour ça, il faut pouvoir vider son sac aussi. Pouvoir s'autoriser à se dire, à pleurer, à hurler, à être fâché même contre la vie, contre ses parents, contre ce qu'on a vécu. Et bien souvent, nos parents nous apprennent, pleure pas,
t'es un homme, ou c'est pas bien de faire ci, c'est pas bien de faire ça, ou dis rien, quand on dit rien ça se passe mieux, etc. Donc on se coupe de notre expression, de notre ressenti émotionnel. Il faut pouvoir s'autoriser de nouvelles expériences, comme quelqu'un que j'aime beaucoup dit, ce qui vous a mené ici ne vous mènera pas là-bas. C'est-à-dire que si vous faites toujours la même chose, n'espérez pas avoir un résultat différent. Pour avoir un résultat différent, si vous voulez, je ne sais pas, plus d'amour dans votre vie, il va vous falloir faire autre chose pour que vous expérimentiez ce plus d'amour dans votre vie. Et puis prendre soin de soi, bien sûr, il faut pouvoir s'occuper de soi. Il faut pouvoir s'occuper de soi et alimenter ces nouvelles expériences que vous avez mises en place. Il faut pouvoir être à l'écoute de soi. Alors l'astrothérapie est un support. Donc, comme vous avez vu, je vous ai présenté brièvement la carte du ciel, comment ça marche, comment ça fonctionne. Eh bien, l'astrologie peut être un support pour vous aider justement à mettre des mots sur un vécu intérieur. La bonne compréhension de la nature d'un problème en apporte naturellement la solution. Si vous comprenez bien ce qui est à l'œuvre, forcément, ça va faire des déclics et vous allez trouver par vous-même la solution à vos problèmes. Et puis, le miroir de la vie n'est pas toujours visible. Des fois, on réitère des expériences, et on se dit mais pourquoi je vis ça? Et on ne comprend pas. Et simplement le fait d'avoir un miroir par un thème astral, par quelqu'un qui est là et qui vous dit oui mais regarde, tu tombes sur des hommes qui n'expriment pas leurs émotions. Mais comment étaient tes parents? Qu'est-ce que tu as vécu enfant? Qu'est-ce qu'a fait là, regarde, tu as vécu ça. C'est en lien, tu vois, c'est la même chose qui se reproduit. Et du coup, ça peut faire un déclic dans la vie de la personne et un nouveau processus, quelque chose de nouveau peut naître de ça. Maintenant, les outils thérapeutiques. Donc ça, c'est ce que j'utilise dans ma pratique, dans ma pratique en cabinet, l'hypnose, qui va utiliser les mécanismes du cerveau, notamment le mécanisme d'abstraction du cerveau, c'est-à-dire que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imagé. Si à un moment donné, vous arrivez à associer l'expérience intérieure en même temps que l'histoire, eh bien, vous allez pouvoir nourrir votre cerveau, votre inconscient avec des nouvelles données et donc créer en vous des nouvelles expériences qui vont vous donner des nouvelles expériences de vie ou un nouveau rapport avec les événements dans votre vie. Les constellations familiales, donc ça c'est un outil qui est thérapeutique, qui permet de se libérer des loyautés familiales en mettant en scène finalement des expériences traumatiques de sa vie. Traumatiques ou pas d'ailleurs, mais en tout cas des expériences de sa vie d'enfant. La respiration holotropique, donc c'est un outil dont je ne vais pas vous parler maintenant, mais je pourrais vous en parler sur mon stand, qui va aussi permettre de remettre du mouvement à sa vie et de se libérer de choses, d'histoires et d'avoir une compréhension intérieure de ce qui a pu vous bloquer ou vous freiner dans votre développement. Je vais un peu plus vite parce que du coup je dois respecter l'horaire des conférences. Donc je vous ai mis quelques témoignages là que je vais passer rapidement sur des personnes qui ont fait leur thème astral, par exemple, sentiment de libération des choses du passé et repartir d'un pas plus léger. Ah oui, quand on comprend, il y a quelque chose qui se met en mouvement et même si on n'a pas fini, même si on n'a pas tout résolu, au moins on se sent en mouvement et on se sent dans une démarche et une évolution positive, une spirale positive. Voilà, donc les consultations, ça se passe en cabinet, à Palaiseau. La séance, c'est
il y a un échange sur votre vie actuelle et donc je vous apporte compréhension, sens. On peut travailler avec des visualisations par l'hypnose ou des exercices thérapeutiques. Je travaille avec mon épouse et nous organisons régulièrement des ateliers de constellation familiale sur les blessures fondamentales, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, les zones de blessures qui sont touchées, et de respiration holotropique. Donc ça va être des ateliers qui vont permettre un travail plus approfondi sur un thème particulier. Et donc, si vous voulez découvrir notre travail, on a des formules qui sont accessibles, c'est-à-dire les soirées découvertes sont des événements gratuits qu'on organise chaque mois à peu près, où vous pourrez participer à une constellation familiale, voir comment ça se passe, faire une séance d'hypnose, une séance d'hypnose de groupe. Ou bien alors, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire une session diagnostique où on regarde votre thème astral et on vous dit un peu les sujets qu'il y a à travailler, vos différentes blessures. Et donc ça également, ça peut vous permettre de mieux comprendre ce dont on parle et ce qui vous concerne, vous, plus particulièrement. Ça peut vous permettre d'avoir une approche déjà personnalisée de ce qui se passe pour vous et de ce qu'on peut faire comme travail. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, peut-être une ou deux questions avant que je termine. C'est l'heure, d'accord, ok. Alors dans ce cas-là, je vais répondre aux questions plutôt sur mon stand. Je suis en stand E1, ou en tout cas à la sortie de la conférence. Si vous souhaitez venir me voir, je suis sur le stand E1 ou à la sortie de la conférence. Et je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée au salon. Merci.